le livre Fascisme possible, qui est donc dont tu as assuré la version française. Avec nous, Celle et Mazette. Mazette, toi tu es prof d'art plastique. Jadis. Pardon ? Jadis. Jadis, tu fus prof d'art plastique et tu travailles pour l'instant au JOC, qui sont les jeunes organisés et combatifs. Tu es également active sur plein de terrains, notamment à la ZAD d'Arlon, et ce qui est le cas également de Celle qui est militante, activiste et zadiste. Et précisément, nous avons, dans la présentation de notre événement, on va peut-être commencer par ça, on vous a qualifié d'activiste et militante. Les termes ne sont évidemment pas similaires, ni synonymes. Activiste, ça veut dire que c'est l'avant-garde qui procède par des actions choc, qui ne se soucie de provoquer l'imaginaire, mais pas forcément de susciter la division, tandis que le militantisme serait plutôt à chercher une majorité dans l'opinion. Je sais pas, ma première question à toutes les deux, c'est comment est-ce que vous articulez militantisme et activisme, comment est-ce que vous vous situez dans vos parcours, et peut-être on peut revenir chacune prendre le temps de voir comment en est venu votre engagement, votre parcours respectif, et à quel niveau vous vous situez par rapport à activisme et militantisme. Qui veut se lancer ? Moi je suis pas très friande de ces termes-là, enfin c'est pas en tout cas les termes que moi j'emploie pour me décrire, parce que je trouve que ça peut être vite réducteur aussi, parce qu'en fait je ne fais pas que ça dans ma vie, même si effectivement, quand on est une personne jeune qui galère un peu, qui n'a pas trop d'avenir et qu'on a un peu le seum, on a un petit peu envie de bouger aussi avec d'autres gens pour prendre place aussi et puis bouger des lignes déjà un petit peu. Donc c'est vraiment une question de circonstances, mais moi je ne me définis pas forcément comme une militante, je n'appartiens même pas forcément en fait, à une organisation très claire ou une asso très claire. En fait, je me dis que ça dépend vraiment du contexte, quoi, où est-ce que je me trouve, à quel moment, contre quoi il faut faire face et avec qui, et puis ensuite il faut adopter la méthode qu'il faut, et donc que ce soit de l'action ou plutôt qu'on part à quelque chose qui a envie de rallier des gens, voilà. Un engagement circonstanciel plutôt. Ouais, voilà, plutôt ça comme ça, quoi. Et tu peux remonter d'une manière ou d'une autre à l'origine de malgré tout cette envie de bouger, de pas rentrer dans les rails, de faire changer les choses. Je pense que comme pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose qui sommeille toujours un peu en nous tôt, quoi. Et qu'on doit avancer dans une société qui ne nous ressemble pas, ne nous sert pas, ne nous promet pas grand chose, et finalement donc très tôt j'ai eu un peu envie de prendre part à quelque chose avec d'autres gens, mais on n'a pas toujours les cartes dans les mains aussi pour savoir comment faire. Et avant de vivre du coup l'expérience de la ZAD d'Arlon, on a donc un peu via laquelle on est convié ici, j'ai fait des marches pour le climat. J'ai essayé d'aller dans le collectif Extinction Rebellion quelques semaines. Puis à chaque fois, j'étais pas convaincue, quoi. En fait, c'était pas suffisant, et après c'est enrichissant, c'est des expériences, donc voilà. Mais finalement, après pas loin de chez moi, il y avait une occupation symbolique d'un week-end sur une ancienne sablière qui avait été laissée en friche, comme on dit. Et puis j'ai été foutre les pieds là-bas sans trop savoir en fait ce qui allait se passer. Et donc on a fait cette occupation, on va dire militante, écologiste, d'un week-end. Et puis à la fin du week-end, quand le bourgmestre, la police, tout le monde est arrivé pour nous dire vous partez quand ? Tout le monde a dit en fait on va rester. Et donc tout le monde a fait des barricades et a commencé à construire des cabanes, a commencé à s'organiser. Ce lieu en fait, qui brassait énormément de monde, finalement s'est placé dans un réseau immense en Belgique, surtout à Wallonie-Bruxelles, mais même en fait au-delà de la Belgique, parce que c'est comme un peu un... c'est très réseauté en fait, parce que c'est un modèle de lutte qui est colporté, qui n'existe pas qu'en Belgique, qui est surtout né depuis Notre-Dame-des-Landes, qui s'est fait appeler ZAD via Notre-Dame-des-Landes, parce que c'était classé dans l'aménagement du territoire comme une zone d'aménagement différé, et donc il y a eu un détournement de ces termes pour se le réapproprier dans la lutte. Et
puis alors de là, il y a eu un peu un modèle de lutte, d'occupation, de territoire quoi, qui s'est colporté voilà, en Europe. Il y a des ZAD souvent, un peu partout, et puis en fait elles finissent par tomber, mais elles font ce qu'elles peuvent, et puis alors elles créent de l'émule, et puis ça secoue quand même un petit peu le pouvoir quand même. Enfin, par exemple, la Z d'Erlon, elle a quand même réussi à aller titiller le pouvoir pas mal, enfin, donc quand même pour que l'État envoie la sûreté de l'État, les paracommandos et toute l'équipe pour déloger 10 occupants en paramilitaire. Bon, c'est que quand même, visiblement, ça dérangeait. Et puis ça a été la question de la pertinence aussi de certaines manières de faire dans l'aménagement du territoire ont réussi à être soulevées aussi grâce à la Z au niveau de la région wallonne. Là, en l'occurrence, du coup, surtout comment était classé ce site qu'on a occupé, c'est-à-dire un site de grand intérêt biologique. Ça veut dire on reconnaît qu'il y a une valeur biologique, de biodiversité sur cet endroit, mais par contre, ça ne lui confère aucun statut de protection. Et finalement, c'était un site de plus dans une stratégie de pourrissement, mais où en fait, finalement, une vie sauvage reprenait ses droits. Et finalement, nous, avec beaucoup de jeunes, mais aussi des moins jeunes, on a refait société pendant un court laps de temps, en occupant cet endroit pour le défendre. Et c'était aussi un peu une manière de dire que nos existences, elles étaient autant en danger que les espèces qui vivaient sur ce morceau de territoire. Et moi, c'est surtout à partir de cette expérience de lutte-là que j'ai poussé plus loin mes réflexions politiques et que ça m'a aussi ouvert vers d'autres, encore à d'autres expériences et vers d'autres modes d'action et vers d'autres personnes. Et comme ça que je filme ici aujourd'hui aussi, du coup, visiblement. Très bien. Mazette, toi tu as un double engagement qui est un peu celui similaire à celle, mais en même temps professionnellement pour un mouvement plus structuré. Comment est-ce que dialogue ces deux engagements? Est-ce que c'est un conflit intérieur? Est-ce que c'est les deux faces d'un même engagement? Comment est-ce que et comment en es-tu arrivé là? Oui. Peut-être que tu devrais me réorienter vers le début de ta question après. Si je me perds en chemin. Le début de la question, c'était activisme, militantisme. Est-ce qu'on travaille en tant qu'avant-garde par coup de force, par action percutante, sans se soucier nécessairement d'être suivi par la totalité, mais en espérant un jour, mais plus tard, la conquérir? Ou est-ce qu'on se préoccupe de conscientiser la population, de parler à tout le monde pour espérer conquérir une majorité d'avis dans le sens Ok. Moi, j'ai commencé mon engagement à me poser des questions pendant mes études supérieures en régional d'art plastique. Et en fait, je ressentais beaucoup de colère en moi par rapport à ma condition de femme. Et du coup, j'en parlais au travers de ma pratique artistique, mais sans savoir qu'il y avait tout un mouvement et toute une histoire, parce qu'on n'en avait juste pas parlé. Et puis j'ai eu des profs trop cool qui m'ont mis Judith Butler entre les mains, et puis Simone de Beauvoir, et puis la base quoi. Et puis voilà, je me suis posé des questions. Je suis tombée sur un flyer une fois qui disait toi aussi tu en as marre de toute une liste de trucs. Et j'étais là, bah oui. Du coup je suis allée voir. Et je me suis retrouvée à une réunion de vie féminine. Ouais. Donc il y a une asso féministe, qui n'est pas très à la page. Et là-bas, j'ai fait des trucs incroyables du genre, mais qui font du bien à certaines personnes, mais moi, ça ne me correspondait pas. Écrire sur des ballons, patriarcat, viol, et puis lancer des flèches et dire « Ouh, je suis colère », comme ça dessus. Et voilà. Et puis du coup, moi, j'avais un sentiment un peu de trop peu, comme ça. Puis d'aller marcher tous les 28 novembre et dire que j'en ai marre qu'on me viole et qu'on essaye de me tuer. Bon, c'est pas un projet d'avenir qui me botte. J'aimerais juste qu'on arrête de le faire. Et puis je me suis retrouvée, on m'a débauchée en fait carrément. Il y avait une fille qui était là qui m'a dit moi je vais à la JOC, tu connais du coup non, je connaissais pas, donc j'y suis allée. Et puis je suis restée là pendant 2 ans. Je me suis organisée avec les jeunes organisés combatifs de ma région. Et c'était cool parce que du coup là j'ai pu avoir accès à plein de... c'est de l'éducation permanente et donc voilà toutes les bases de compréhension du monde dans lequel j'évolue, j'ai pu y avoir accès et c'était très important.
Et puis je me suis retrouvée un jour avec des camarades de la JOC, et je savais qu'il y avait l'occupation à Arlon, et on m'a dit tu vas peut-être bien faire un tour, et du coup je suis allée faire un tour, et puis je suis restée. Et voilà, j'ai rencontré plein de gens super inspirants et super intéressants, et c'était un catalyseur de radicalité en fait au final que d'aller là-bas, parce que comme tout était à refaire, il y avait beaucoup de possibilités au final, et donc de refaire société. Et puis après, pendant tout ce temps-là, moi j'étais enseignante, et du coup, plus je remettais en question tout ce dont moi j'avais été éduquée et qui était nul, du coup, plus j'étais en dissonance cognitive avec mon boulot de prof, et pas tant mon boulot de prof, mais plutôt l'institution dans laquelle je m'insérais, où je devais renvoyer des élèves chez eux parce qu'ils venaient avec une boucle d'oreille dans leur oreille et que c'était des garçons. Et que, voilà. Mais moi j'avais des mauvais yeux, du coup je voyais pas bien les boucles d'oreille, alors je me faisais engueuler par la direction parce que je faisais pas respecter le règlement et tout. Et donc ça commençait à devenir un peu problématique. Et puis il y a eu une possibilité de travailler à la JOC à Namur, parce que je viens de Namur. Et voilà, là ça fait 1 an et quelques mois que je suis permanente à la JOC de Namur. Et où du coup je suis devenue un peu militante professionnelle, quoi. Je suis devenue payée pour le faire. Et donc j'expérimente un outil qui est intéressant, qui est l'éducation permanente dans des associations, etc. Mais qui, comme tout outil, a ses limites aussi. Et qui peut amener, pas toujours, mais qui peut amener à de la dissonance cognitive aussi par rapport à la manière dont nous on espère incarner le changement ou faire quelque chose. Voilà, et donc du coup, est-ce que je me ressens plutôt activiste ou militante ? Je pense que j'ai commencé en étant plutôt activiste, parce que directement on m'a emmené, j'ai fait des trucs comme Ende Gelände, et des actions, aller bloquer des mines de charbon, aller faire des manifs, aller faire des blocages, aller faire des collages, toutes sortes de choses comme ça. Et en fait, c'était pas assez, parce que du coup, quand j'avais ma petite bulle, avec des camarades avec qui globalement on se comprenait, on était heureux, c'était un peu une joie militante, euphorique comme ça de faire des trucs ensemble, mais en fait quand je revenais chez moi c'était quand même toujours aussi naze, et enfin je veux dire, voilà, il manquait quelque chose, quoi. Et donc je me suis rendu compte au fil du temps que le privé était politique aussi, et que du coup moi je pense que je suis les deux, activiste et militante, et que c'est situationnel, mais que je me dis pas je me définis en tant qu'une personne militante, mais en vrai, si on prend la définition de ce que c'est, je pense que je le suis un peu au quotidien, parce que il n'y a pas un jour où je ne parle pas de ça. Moi, je suis très investie dans les luttes féministes, radicales, queer, tout ça. Je veux dire, j'en parle tous les jours parce que je le vis dans mon corps, dans ma chair, tous les jours, quand je me lève et quand je me couche. Et donc, dans tout ce laps de temps-là, je suis amenée à en parler, inévitablement. Et donc, voilà, je pense que je suis les deux. Ça dépend, c'est situationnel, quoi, aussi. Est-ce que l'un s'appuie sur l'autre, les deux aspects Oui, parce que si militant, tu disais, c'était convaincre et travailler à convaincre les gens, à parler, c'était un peu ça que tu as posé comme moi, je pense. Oui, à peu près. Et activiste, c'est poser une action qui est basée sur quand même une réflexion derrière. Donc pour moi, les deux vont de pair, et dans un spectre de comment les gens peuvent se mettre en lutte, il y a un large spectre qui va de, je sais pas moi, acheter des trucs zéro déchet dans sa maison, signer des pétitions, tout ça, à balancer des molotovs dans des vitrines, ou faire un putsch de coup d'état, ou je sais pas moi, des trucs comme ça. À utiliser un certain degré de violence, autre que des pétitions ou des marches climat et tout ça. Tout est légitime d'exister, et tout doit pouvoir coexister sans se déforcer. Et donc du coup, voilà, le spectre militant activiste, pour moi, il est large, et il doit plutôt se soutenir dans ce qui fait que certaines choses sont moins bonnes que d'autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Et toi, Lise, tu
Donc tu as intégré le Zetkin collectif qui rassemble à la fois des universitaires, des chercheurs et des militants et des militantes, donc qui essaye de fédérer l'action militante et la recherche universitaire. Et comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à l'écologie et l'extrême droite, le lien entre les deux? Alors, nous, le collectif, je veux dire. Toi d'abord, et puis après le collectif. Alors, du coup, déjà, je voulais juste pas répondre, mais dire que c'est marrant parce que je ne mettrais pas une séparation vraiment entre activisme et militantisme. Pour moi, c'est un peu la même chose, donc c'est marrant qu'on en parle. Mais du coup, oui, pour présenter un peu, donc, je fais partie du Zetkin collectif, qui est, comme tu l'as dit, donc, qui essaie de rassembler activistes et chercheurs, parce que l'idée c'est de ne pas juste se confiner dans son petit monde et qu'il faut communiquer et s'entraider, etc. Et donc pourquoi on est venu à étudier l'extrême droite et le climat ou l'écologie? En fait, le collectif a commencé autour un peu de la personne d'Andreas Malm, qui est chercheur dans l'université où j'ai étudié. Et la constatation de base, c'est qu'on est dans un monde où la crise climatique et la crise environnementale s'accélèrent, et en parallèle, on a l'extrême droite qui monte un peu partout dans le monde, qui est déjà dans les gouvernements ou qui est aux portes, et que la majorité de l'extrême droite est climato-sceptique, ou on dit même climato-négationniste, puisqu'il n'y a plus beaucoup de place pour le scepticisme maintenant. Je vais respirer un grand coup, je suis un petit peu stressée. On en discutait, ça allait très bien, mais tout de suite, là, de me tourner vers un public un peu plus grand. On est entre nous. Oui, donc du coup, donc ça, c'est un peu la constatation de base. On s'intéresse à l'intersection entre les deux. Et qu'est-ce que l'extrême droite dit par rapport au climat ou à l'écologie? Et oui, et donc le danger, c'est que la majorité de l'extrême droite est donc climato-négationniste, et que, bien entendu, ça pose forcément un très grand danger sur comment on va gérer la crise et répondre à la crise. Et donc voilà, donc ça c'est un peu le point de départ. Et en gros, on est une vingtaine de personnes, chacun a fait de la recherche sur son propre pays ou sur une région dont il ou elle parlait la langue. Et ça a donné, ce livre, qui est aussi disponible en anglais et dans une version un peu plus grande. Voilà, et donc la question c'est mon parcours aussi ou pas Oui, tu peux, bien sûr. Ouais, en gros, donc moi j'ai rejoint le collectif et j'ai fait de la recherche sur la France plus particulièrement. Et en fait, c'est vrai que la France est un peu différente des autres pays, dans le sens où le Rassemblement national, mais aussi toute une partie un peu plus en retrait, qui n'est pas sur le champ électoral, mais plus sur la partie bataille culturelle, etc., a adopté un discours un peu différent. Enfin, on va voir que c'est finalement, ça tourne autour des mêmes thématiques. Au lieu de dire le changement climatique n'existe pas, c'est ce que fait donc la grande partie, les Trump, Bolsonaro, Viktor Orban, etc., qui dit le changement climatique c'est n'importe quoi, la priorité c'est l'immigration. Mais donc l'autre discours, mais on va revenir au même endroit, c'est le changement climatique existe. Et la première des mesures, c'est de fermer les frontières, puisque l'immigration va venir donc spoiler un territoire qui est fini, en fait, donc on ne peut pas avoir une capacité, des personnes dans un nombre infini. En plus, ces personnes-là, donc des personnes non blanches, viennent avec une culture qui n'est pas compatible, etc. Donc on parlera peut-être un peu de tous ces concepts qui sont derrière. On va détailler plus tard. Ouais, voilà. Donc voilà, donc moi je fais de la recherche sur la France, mais j'aime bien, j'aimerais en tout cas rester une chercheuse militante, donc, puisque c'est un peu ça me ramène un peu sur terre des fois. J'ai pas envie de me perdre dans un monde académique qui parle que à des gens académiques, et voilà, je fais pas de la recherche objective. Mon but c'est de dénoncer des choses et dans une optique d'émancipation, bien entendu, et voilà, et du coup, je pense que c'est possible. Il faut arrêter de dire que faire de la recherche en sciences sociales, c'est neutre, et qu'on
fait pour quelque chose, quoi. Donc voilà, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est quand même, là on a écrit ce livre et on est un peu face à une question de ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant en tant que collectif, est-ce qu'il y a vraiment toujours cette dynamique entre chercheurs et activistes, comment on fait pour garder les deux, comment on fait pour vraiment échanger, pour que tout le monde se sente légitime, donc il y a toute l'année prochaine, en début d'année prochaine et du coup toute l'année prochaine on va réfléchir comment on peut mettre ça en place et continuer la dynamique qu'on a essayé de créer, qui est très bien en théorie, mais en pratique, ça peut être difficile ouais. Mais peut-être pour en revenir maintenant à la manière dont l'extrême droite, sans vraiment lutter contre l'économie carbonée, même souvent le contraire, comment est-ce qu'elle arrive à capter malgré tout le langage, la thématique écologique avec des aspects retour à la nature, tradition, c'était mieux avant, etc. Mais bon, est-ce que c'est des mauvaises réponses à des bonnes questions? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est c'est une imposture, une caricature? Comment est-ce que c'est juste pour capter des mots à la mode? Comment est-ce qu'on peut définir la manière dont l'extrême droite, tout d'un coup, se prétend plus écologiste que les écologistes? Alors du coup, on peut peut-être diviser ça en trois parties. Donc comme je l'ai dit, il y a l'extrême climato-négationniste qui est très lié à l'économie fossile, le maintien du statu quo, etc., qui se base sur des théories négationnistes qui ont été élaborées par des organisations, des think tanks financées par ExxonMobil, etc. Enfin, la machine du négationnisme climatique a été financée par les entreprises d'énergie fossile elles-mêmes. Donc, par ce biais, elle est liée aux élites néolibérales, etc. Donc, Trump l'exemplification, oui. Donc après, on a la version Marine Le Pen, donc ça c'est ce qu'on appelle nationalisme vert, donc c'est reprendre dire que le meilleur allié de l'écologie c'est la frontière, donc ça c'est une citation de Jordan Bardella, la numéro 2, du Rassemblement National, donc c'est cette idée que la première mesure c'est que la protection de la nation, la protection de l'environnement se fait par la protection de la nation et blanche. En fait, il y a vraiment cette idée de l'environnement sera pur quand la nation sera pure, en fait. Mais donc ça, il y a... Parce que je ne pense pas que Marine Le Pen soit une écolo, clairement pas. Et donc il y a clairement une instrumentalisation de la thématique à des fins, à leur agenda raciste en fait, qui est toujours le même. Et donc l'écologie vient juste alimenter des thématiques qui sont déjà présentes. Parce qu'il y a l'immigration, mais aussi toute la partie démographie en fait. Croissance de la population, etc. Bref, et de l'autre côté, parce que cette instrumentalisation se base sur un discours qui est bel et bien présent et bel et bien existant d'une conceptualisation de l'écologie qui vient de la droite, qui est très conservative, donc ça ravive en fait des thèmes qui sont bel et bien là. On pense à l'idéologie nazie, du sang et de la terre, et ce genre de thématique vient vraiment nourrir cette instrumentalisation en fait. Donc on ne peut pas juste dire oh non mais c'est n'importe quoi, c'est des faux écolos, etc. Parce qu'en fait il y a juste une vraie version de l'écologie qui est nous à gauche, on ne pense pas que les inégalités ça soit naturel, on ne pense pas qu'il y ait des hiérarchies naturelles, on voudrait on se bat pour l'égalité, la solidarité, etc. Mais la version de la droite, c'est juste, à un moment, il faut se sauver soi-même, on va fermer les frontières, et puis si la catastrophe écologique arrive, et on va juste prendre soin de notre petite communauté blanche, et puis on ne peut pas sauver tout le monde. En fait, c'est vraiment cette idée on est sur un bateau de sauvetage, et on ne peut pas tendre la main à tout le monde, sinon on va couler, quoi. Donc en fait, sauf que finalement, ça, c'est pas une vraie version de l'écologie non plus, puisque ça ne va pas répondre à ça va pas créer une réduction drastique de CO2 dans l'atmosphère, de fermer les frontières. Donc c'est à la fois un vrai courant d'écologie qui ne propose pas de vraie solution. Par rapport à cette obsession des frontières, qui effectivement rejoint de manière un
peu caricatural, mais malgré tout, cette notion de zone à défendre, de territoire, de retour, d'attention au territoire, comment est-ce qu'on pourrait accorder de l'importance au territoire en dehors de la notion de frontière? Parce que là, je m'adresse à toutes les trois. Alors, peut-être, je vous ai parlé en aparté avant, on a à Bruxelles un philosophe et sociologue qui s'intéresse au rapport d'identification à la nation ou à la région et aux villes. Donc c'est Éric Coreigne de la BLB qui détermine qu'il y a une espèce de rapport inversé dans la mesure où l'attachement à la nation, c'est l'attachement au périmètre qu'on peut rendre par les frontières, et qu'en revanche, on peut s'identifier, même comme étranger, à la ville en tant que pôle d'attraction, et donc passer d'un espace cloisonné à un espace au contraire centralisé et attractif, ce qui est par exemple aussi la zone à défense, qui n'est pas un périmètre en soi, mais un centre névralgique qu'on identifie comme un enjeu de lutte importante et cruciale, qui du coup va fédérer, va amener à lui des tas de gens qui probablement n'y seraient même jamais allés, et, comme les villes qu'on peut... Lise, tu as vécu dans de nombreuses villes dont tu n'étais pas la citoyenne. Est-ce que ces villes ont fait de toi malgré tout une citoyenne? Est-ce que tu peux être alors que à l'opposé, la nation, l'État frontière, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à mener par rapport à cette notion? Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me ramène un peu à une conclusion, une conclusion que j'ai tirée aussi d'une expérience comme celle de la zone à défendre, c'est qu'en tout cas, sans attachement territorial, il n'y a pas de lutte, parce qu'en fait, il n'y a pas de... c'est hyper important. Clairement, le jour où il rase une zone que tu as défendue, dans laquelle tu as participé, où tu as participé à cette lutte, en fait, tu te dis aussi, en fait, il rase un endroit que en fait, on connaît, qu'on a appris à aimer. Et concernant la ZAD, et la manière dont elle prend place territorialement parlant, je ne crois pas que c'est... elle est délimitée par des barricades, par exemple. Mais en fait... c'est pas vraiment pour marquer une frontière en soi, puisque en fait une ZAD, si elle est isolée, par exemple si c'est dans une ville ou même une campagne, si elle est isolée du reste des alentours, de la vie qui se fait autour, elle va juste mourir, parce que si elle n'a pas de soutien, c'est quand même à contrebalancer. C'est en tout cas comme ça que je prends la chose. Mais là c'est un peu ce qui me vient là comme ça, comme réflexion en parlant de ça. Mais... ce que j'ai complété. Les ZAD, c'est aussi une idée et un mouvement, et on dit ZAD partout, c'est un peu le slogan qui sort des ZAD, on dit la ZAD est partout. Mais oui, parce que la ZAD, par exemple la ZAD d'Arlon, physiquement, elle n'est plus là, parce qu'elle a été rasée, mais c'est pas pour autant que les émulations qu'il y a eu sur cette ZAD et les rencontres et les bonnes et les mauvaises choses qui s'y sont vécues n'existent plus, parce que physiquement le lieu n'est plus là. Et donc du coup c'est un peu... on pourrait même parler du pays dans le pays, un petit peu, de dire, c'est une carte au-dessus de la carte. Il y a la carte de la Belgique et de la France et de l'Allemagne, etc. Par-dessus, il y a une autre map transparente, comme ça, qu'on viendrait mettre. Et en fait, il y a plein d'autres endroits, mais qui ne sont pas définis par des frontières physiques, mais où il y a des gens qui s'y sentent bien, et qui parfois s'y sentent pas bien, et donc ils vont ailleurs, et qui passent, et qui sont en transit, ou qui restent, qui s'installent. C'est un peu en dehors de la conception, ça dépend avec quelle lunette de lecture on entend le mot habiter un territoire ou poser des frontières, parce qu'effectivement tu parlais des frontières physiques de la ZAD, c'était des barricades, mais elles n'étaient pas là pour délimiter un terrain, parce que la ZAD, elle était dans la tête de toutes les personnes qui y passaient et qui repartaient à des intensités différentes, mais elle existait quand même. Tous les apprentissages,
tous les moments vécus, tout ce qui s'y est passé vit encore dans les personnes, quoi. Et les barricades, elles avaient un rôle juste pratico-pratique de protection, vite fait, parce que bon, on va pas se mentir, les zadistes ont quoi comme arme? Des bouts de bois, max peut-être, des molotovs ou des trucs comme ça. Bon, la police elle est quand même vachement mieux équipée. Enfin, donner des drones aux zadistes, donner des chevaux, donner une cavalerie, des épées, des hélicos et tout. Puis alors là, on verra s'il y a moyen de faire un truc égalitaire, mais bon, voilà. Sinon, en attendant, c'est quand même juste pour dire que, quoi, c'est un peu symbolique. C'est un peu symbolique, oui, c'est des frontières, enfin, c'est même pas des frontières, c'est juste... Et donc on peut s'occuper de géographie et défendre le territoire sans nécessairement poser des frontières, et c'est pas des notions liées. Donc on peut compter, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait opposer à ces obsédés de la frontière. Oui, bah du coup là vous avez un exemple bien là, quand on discutait tout à l'heure pour la géographie, je laisserai ça pour vous. Mais je vais faire un peu l'avocat du diable là, mais parce que l'extrême droite, donc je ne sais plus exactement si c'est ZID, donc ces zones identitaires à défendre, ils utilisent vraiment ça. Mais en fait, c'est vraiment clé cette histoire de comment les luttes peuvent être territorialisées, territoriales, sans être identitaires, mais à la fois, il faut peut-être se réapproprier cette idée d'identité, du coup, et arrêter que ce soit un tabou et juste réservé à l'extrême droite. Parce qu'il y a vraiment, les barricades, c'est peut-être symbolique, c'était un moyen de défendre le territoire, et puis c'est exactement ce que dit l'extrême droite, du coup on va mettre des frontières pour défendre notre territoire, donc juste un peu plus grand. Pour moi il y a une question, c'est comment on fait pour d'un côté dire qu'une écologie eux défendent une écologie identitaire mais aussi enracinée, c'est vraiment cette image de la racine, de l'arbre qui grandit mais qui est bien enraciné. Donc moi je suis un exemple de nomade universel, ils appellent ça, et je pourrais jamais être écolo puisque je vis un peu partout à la fois, enfin c'est pas vrai, hein, mais genre cette idée j'appartiens nulle part en fait, c'est mon identité et si je me considère citoyenne du monde et ça, c'est eux qui me qualifieraient comme ça. Et ça pour eux c'est l'antithèse de l'écolo qui est enraciné en fait. Mais donc du coup il y a d'un côté il faut vraiment critiquer et dénoncer cette écologie identitaire de vraiment c'est la protection du territoire fermé et un local, parce que ça c'est un mot, on pourra en parler aussi, c'est le nouveau mot, c'est le localisme, et c'est hallucinant puisque à la base c'est quelque chose qui vient, moi j'entends ça plutôt de la gauche, quoi, les circuits courts, le manger des produits locaux et bio et s'entraider entre voisins, enfin. Mais ça, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont même un bon coin d'extrême droite, genre pour avoir des nounous d'extrême droite pour des familles d'extrême droite. C'est tout un écosystème, et en fait, donc d'un côté, on a ça, il faut le dénoncer, mais de l'autre côté, on a beaucoup de luttes, et comme des ZAD, mais aussi dans des pays du Sud, entre guillemets, qui sont basées en fait sur la défense du territoire parce qu'elle est liée à l'identité. Et là, il faut vraiment valoriser ça, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se réapproprier cette histoire d'identité pour pas que ce soit non, le territoire peut pas être identitaire, et ce mot même identitaire ça sonne extrême droite, alors qu'en fait il faut juste savoir de quelle identité on parle. Comment est-ce qu'on pourrait réinvestir positivement cette notion d'identité, peut-être en lien avec une communauté, mais qui ne soit pas nécessairement la démarcation entre eux et nous, entre nous et les autres, qui ne soit pas excluant, qui ne soit pas de l'ordre de la frontière, mais comment est-ce qu'on pourrait positivement réinvestir parce que l'identité, c'est pas un vilain mot à la base. Je peux proposer une piste de réponse. Je voulais rebondir pour en arriver à ta question sur ce que tu disais. Moi, la différence que je vois avec... Enfin, je suis très choquée dans la zone identitaire à défendre, ça me donne un peu envie de vomir, mais je ne connaissais pas le terme, mais en fait, c'est des personnes qui sont complètement dans un dogme de l'identité. Enfin, je veux dire, s'ils pouvaient s'écrire identité sur le front, peut-être ils le feraient, quoi. Mais que la ZAD, par exemple, c'est un outil. C'est pas... Enfin, je sais pas, moi je me sens pas... je vais pas dire je suis... si je devais définir mon identité,
soutenir le mouvement ZAD ou le vivre, etc., ça fait partie de la construction de qui je suis maintenant, parce que j'ai vécu des choses. Mais oui, on peut dire que ça fait partie de mon identité, mais je veux dire, je ne vais pas écrire 50 000 bouquins et aller faire chier la moitié de l'humanité avec la ZAD. Enfin, je veux dire, c'est un outil. Le but, c'est pas une ZAD, c'est une zone à défendre. L'objectif n'est pas toujours de rester vivre sur ce lieu. Par exemple, pour Arlon, ce n'était pas un lieu qui était viable 15 ans, quoi. Les gens allaient s'entretuer. Déjà, s'il y a plus de 20 personnes qui vivaient en fixe là, elles allaient s'entretuer. Déjà, sans y vivre 15 ans, il y a déjà eu des grosses embrouilles. Alors, bon, enfermé entre 4 autoroutes, en 4 deux bandes, non, c'est pour devenir dingue, quoi. Et puis, comment est-ce qu'on gère les déchets qui inévitablement vont arriver logistiquement, ce n'est pas vivable. Et puis, défendre un morceau de forêt pour en faire un centre commercial ou autre saloperie dessus, et puis aller vivre 15 ans dessus sur 15 hectares, il n'y aura plus d'animaux, tout le monde va se barrer, c'est normal, quoi. Je veux dire, des humains, ça fait du bruit, c'est aussi... c'est pour ça que je dis, c'est pas un dogme, c'est pas à tout prix, c'est pas absolument ça. C'est un outil qui a ses limites, comme tous les outils. Par exemple, la ZAD n'est pas un lieu qui est sécurisé, d'un point de vue de la loi. Et donc, par exemple, des personnes sans papier prennent encore plus de risques si elles viennent trouver un logement, parce qu'elles pourraient en trouver. Mais à quel prix si la police débarque? C'est terrible, quoi. Donc, c'est pas... Et moi, j'ai vu des gens j'ai vu des gens très différents qui sont passés, mais j'ai vu quand même beaucoup des blancs. Et puis, j'ai vu quand même... beaucoup de personnes, j'ai vu aussi des gens qui avaient la possibilité de s'offrir le luxe de tout plaquer et de vivre dans une ZAD. Moi, par exemple, je n'avais pas cette possibilité-là parce que je devais travailler, sinon j'ai des dettes parce que j'ai une famille qui m'a fait commencer ma vie avec pas grand-chose et donc j'ai dû m'endetter, etc. Mais c'est comme ça, c'est mon héritage à moi. Moi, je peux pas... ou alors je dois décider de vivre complètement en marge et donc avec son lot de choses positives et négatives, et moi, j'ai pas envie de ça parce que j'ai envie de pouvoir me soigner si je suis malade et de manger pas tout le temps dans les poubelles parce que c'est politique de faire des récup, mais des fois, j'ai envie de choisir ce que je mange parce que c'est cool. Et de ne pas être malade aussi, c'est sympa. Voilà. Et aussi, l'outil ZAD, il peut être remis en question que quand on tombe dans une idée qui est vraiment dogmatique, on ne la remet pas en question, juste on la nourrit et on y voit un culte. Vu qu'on est sur un lieu où tout est à refaire, mais qui est quand même un condensé de notre société à nous, et du coup, on y retrouve aussi ses travers. Mais on a la possibilité de refaire société autrement. Et donc, du coup, d'avoir un recul réflexif sur ce qui existe déjà et de pouvoir faire en sorte de ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais parfois, on les refait. Et même en vrai, ça arrive souvent dans les milieux militants et tout ça, dans les lieux en lutte, ça arrive. Et alors, quand tu parlais de comment se réapproprier l'identité et au-delà de ça, la communauté, moi, je pourrais faire un parallèle avec le mouvement queer. Moi, par exemple, je me sens faire partie d'une communauté queer, mais encore une fois, ce n'est pas dogmatique. Le mouvement queer, c'est un mouvement qui est né donc, en lien avec la lutte LGBTQIA+. Les personnes LGBT étaient qualifiées de queer aux États-Unis, donc des personnes bizarres, étranges. Et donc, les personnes ont décidé de se réapproprier cette insulte-là pour en faire un mouvement qui est hyper positif et hyper valorisant, mais qui a aussi tous ses codes, etc. Et moi, je me sens faire partie de ça. Et quand je suis dans certains endroits, même parfois dans la rue, il y a des gens que je croise et je sais qu'ils sont queer aussi. Et on se reconnaît un peu comme ça parce que c'est jouer l'extravagance. En fait, c'est le pendant militant, exubérant de la lutte LGBTQIA+, quoi. Donc c'est, ok, on est bizarre, allez, on va le jouer à fond, il n'y a pas de problème. Et en plus, on va bien kiffer ça, on va bien s'amuser. Donc ça, c'est trop cool. Et voilà. Et donc, en soi, moi, quand je me retrouve dans des lieux en mixité choisie, personnes queer, je me sens à la maison, quoi. Je me sens bien, parce que je sais que je suis avec des personnes qui, globalement,
vivent les mêmes systèmes de domination que moi, ont des vécus qui sont sur plein de points différents, mais on a beaucoup de points en commun. Et en fait, c'est des lieux un peu d'empowerment, quoi, où on se fait du bien, on peut se partager aussi des choses à des personnes qui sont en capacité de comprendre parce que vivent des situations similaires. Et donc, du coup, ce terme de communauté devient hyper positif et hyper porteur de force. Moi, en tout cas, si je n'avais pas ces lieux-là en communauté, eh ben, je sais pas si je serais encore là, quoi. Parce que c'est ce qui me donne toute ma force pour pouvoir sortir et me dire, je vais aller avec les Gilets jaunes, ou je vais rencontrer Jean-Michel qui est pas... qui va m'appeler ma petite toutes les 2 secondes et me demander d'aller chercher les bières dans le bac à bière, et que je vais pouvoir me dire, ok, j'ai envie de lui mettre une patate, mais en vrai... tout le monde n'a pas les mêmes réflexions, et là je suis là pour ça, et j'irai chier des barres sur Jean-Michel pas déconstruit avec mes camarades dans ma petite bulle de... Et c'est bien, et ça permet de tenir, quoi, sur du long terme, et ça permet de se sentir valorisé et de se faire du bien, et donc en ça pour moi la communauté devient quelque chose de bien qu'on leur réapproprié comme ça. Voilà. Oui. Tu voulais dire un truc ou... Vas-y. Okay. Ah oui. Oui, pour en revenir sur identité, communauté, etc., que pareil, communauté, il faut le détabouiser, et qu'on a tous des communautés, de la famille, des amis, la communauté, on ne va pas se retrouver sans communauté, personne ne veut ça, et que l'identité qu'on a, pareil, donc on en a une et elle est changeante, elle est multiple, et pour revenir à la question du local, qui se réapproprie le territoire sans fascisme, c'est d'avoir un local ouvert et qui reste politisé à d'autres... les systèmes d'oppression seront probablement aussi dans ce local-là, mais qui reste ouvert à aussi d'autres questions et qui fait... Parce qu'il ne faut pas aussi, pareil, abandonner le local. Il ne faut pas se dire non, tout est global maintenant. Bien entendu, c'est hyper important de rester sur du local. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que l'écologie d'extrême droite, donc entre guillemets, c'est avant tout une réaction, en fait. Une réaction, parce que je regarde, moi, pour mon mémoire, j'ai regardé les discours dans la métapolitique d'extrême droite, donc tout ce qui est médias, organisation, groupuscules, donc médias de réinformation, groupe des institutions de formation, etc. Et il y a vraiment un discours omniprésent d'anti-gauchisme, en fait, qui pense que tout, maintenant, que l'écologie, c'est une nouvelle religion de gauche, que c'est un néo-marxisme où toutes les luttes sont ensemble, l'antiracisme, donc l'écologie, etc. Et tout ça, c'est une idéologie qu'on veut nous imposer. Et je parle comme si c'est eux qui disent ça. Et donc tout ce qui est anti-écologie, c'est aussi, du coup, c'est quand même incroyable qu'ils voient de la gauche partout, parce que nous, on n'en voit pas. On aimerait bien l'avoir plus. Ils voient une sorte de menace, alors que nous, on aimerait bien l'avoir, mais bon. Et du coup, il y a donc, tout ça, c'est un mélange tout, et ça permet de créer une grande confusion. Et donc c'est tout ce qu'on voit quand ils disent qu'il y a un tel ou une telle qui est l'islamo-gauchisme partout, par exemple. Ils réinversent tout, c'est les écolos qui sont les fascistes verts, ceux qui veulent imposer une vision totalitaire de la société, donc racisme anti-blanc, colonisation inversée, on en parlait tout à l'heure, je pense que donc, grand remplacement, tout ça c'est lié. Et c'est aussi, et avec la montée du féminisme, il y a l'extrême droite, c'est avant tout une masculinité toxique qui se réveille. C'est quand je suis les groupes Telegram et tout, c'est que du combat, qui a les plus grosses couilles, voilà quoi, vraiment c'est hallucinant, et et les femmes qui sont censées, on peut avoir cette idée, femme, une version conservatrice de la femme, etc., qui reste à la maison, mais non, il y a quand même une femme, des super sexualisées, qui, donc pas du, il y a tout un mélange de tout et n'importe quoi dans leur vision du monde de toute manière, mais voilà, donc la masculinité c'est aussi hyper important dans tout ça, en fait. Ça
ça vient réveiller. Et c'est aussi, après, on peut lier forcément, d'un point de vue écologique, masculinité, la femme, féminité, nature, etc. Donc contrôle, extra-activisme, etc. Oui. On a parlé de territoire, d'identité. Il y a un autre mot que j'avais envie de citer, qui pourrait avoir son versant gauche et son versant droit, c'est la notion d'authenticité. Une espèce de mythe d'authenticité. Alors, est-ce qu'il y en a une authenticité de gauche, une authenticité de droite? En tout cas, eux, c'est ça qui leur permet de dire des énormités prétendument écologiques, disons, qui luttent contre les comportements contre nature, que sont, par exemple, les transgenres, les homosexuels, qui luttent contre les espèces invasives, que sont, bien entendu, l'immigration. Mais donc, du coup, sans jamais lutter réellement pour des enjeux écologiques, ils usurpent cette espèce, au nom de chasse, pêche, tradition, des notions d'authenticité, de retour à une nature. Voilà, est-ce qu'à une authenticité issue d'une société patriarcale de domination, etc., on peut opposer une autre authenticité? Est-ce que c'est un terme aussi qu'on pourrait réinvestir ou pas trop? Comment est-ce que vous me sentez? Moi, personnellement, je m'en fiche de l'authenticité, si ce n'est que les gens soient honnêtes et sincères dans le but et comme partout. C'est pas forcément une notion qui me parle là tout de suite. Même par rapport à l'environnement, par rapport à Ah oui, oui, si. En fait, j'aime pas trop le mot environnement. Donc effectivement, déjà là, il y a, dans le rejet de certaines notions aussi, dans la manière dont elles sont employées, peut-être qu'il y a déjà une recherche d'authenticité. Ouais, c'est vrai. Parce que voilà, moi j'avais été assez je sais que dans les BD d'Alessandro Pignosci, justement une qui parlait de la Zaddarou, je sais pas pour celles et ceux qui ont l'occasion de les lire, elles sont très belles. Et il y avait notamment ce concept d'opposition de nature et culture et de la dénomination de la nature, qui était fort discuté et qui expliquait vraiment ce détachement qu'on a réellement en fait vis-à-vis des autres espèces vivantes, du reste du monde vivant. Et peut-être qu'effectivement, en tout cas moi c'est une vision que j'ai pu élaborer pendant l'expérience de la Zaddarou aussi. C'est vrai, qu'est-ce que je fous là en fait? Je suis là dans un environnement. Est-ce qu'on joue le jeu de relever, et on l'a fait en plus, toutes les espèces qui vivent sur ce bout de territoire pour appeler Natagora et toutes les instances de protection de la nature qui pourront nous dire ça c'est cool, ça, il y a cette espèce là, oui c'est bien, on va pouvoir sauver le site, ou alors on en a rien à foutre des orties et des hêtres et puis finalement de tous les hadiths qui sont dessus, et il y avait un peu ce truc du coup de finalement de la place qu'on laisse à la vie sauvage, quel modèle, en fait avec qui on veut vivre, mais le qui du coup ça dépasse aussi l'être humain, c'est ok en fait les autres êtres vivants qui nous entourent mais on a quand même joué ce jeu du coup de recenser les espèces pour peut-être tomber sur des perles rares et peut-être sauver le site, parce qu'à un moment donné on n'a pas 36 000 cartes dans le main non plus, mais en tout cas oui, si le mot authenticité devait me faire penser à quelque chose, c'était un peu cette vision et de l'écologie, du coup de cesser peut-être aussi de catégoriser le monde qui nous entoure et les autres êtres vivants avec lesquels on vit de nature ou de espèces protégées, mais là, espèces invasives. Et ça, pas une espèce remarquable en tout cas. Parce qu'en fait, c'est des écosystèmes, et nous, on forme aussi des écosystèmes, nous les êtres humains. Par contre, on forme plus vraiment des écosystèmes avec les autres espèces vivantes que l'être humain. Quoique quand même, si en fait, eux, ils sont toujours avec nous, là, ils sont là, mais non, regardez les renards dans Bruxelles, là. Eux, ils sont là, non, mais nous, on continue de faire écosystème avec vous, pas de souci, on a faim, on va venir manger vos restes et tout. Nous, on les voit, on est là, ok, curieux. C'est tout, c'est tout ce qu'on se dit, limite, vite fait, on les nourrit un peu, Mais, peut-être, en tout cas, moi, le mot authenticité me fait penser à ça, Ouais. C'est un peu un mot piège, j'ai l'impression, parce que bien sûr, on a envie que les gens soient authentiques, qu'ils soient sincères, comme tu dis, on associe ça à la sincérité. Mais il y a aussi ce côté un peu quand on parle de nature authentique, il y a cette idée de la nature comme avant, en fait, une vision vraiment conservatrice de nature immuable, en fait.
Et quand on pense à cette vision de la nature sauvage qu'on a en tête, c'est quand même aussi quelque chose de super construit à la base, et construit par notamment, je pense comme exemple Thoreau au 19e siècle, si je ne dis pas bêtise, qui est donc un homme blanc qui voit la nature, une nature où il n'y a personne, donc super romantisée, nature qui nourrit cette idée de purité de la nature. Donc oui, il y a un peu, alors que la nature c'est le changement, c'est la vie, il n'y a rien qui est la même chose d'une seconde à l'autre, donc à un moment il faut arrêter, les choses ne sont pas immuables, quoi. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'homophobie et la transphobie, donc j'étais à une conférence le plus grand think tank d'extrême droite, l'Institut Iliade, qui est l'héritier du GRES. Donc, je ne sais pas si quelqu'un connaît ici, ça a été créé dans la fin des années 60 par notamment Alain de Benoît, etc. Donc tout un mouvement qui a lancé cette idée de il faut gagner la bataille culturelle pour gagner sur le plan politique, enfin électoral politique. Et donc il y avait ce gars, François Bousquet, donc, qui est un décroissant de droite, donc il y a vraiment toute une nébuleuse décroissante qui se réclame comme telle. Et il a une librairie, donc c'est une maison d'édition et tout. Et donc bref, il a fait ce parallèle en disant nous, dans la société, on veut pas d'OGM, mais on veut des trans. Donc faire le parallèle entre OGM et trans, on veut relocaliser l'économie, mais on ne veut pas relocaliser les gens. Donc ça, c'est pour moi cette petite phrase, c'est un parfait exemple de naturalisation du social en fait. Et c'est vraiment ça sur quoi se base la nature en fait dans l'idéologie d'extrême droite permet de dire ce qui est naturel, de distinguer en fait ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas, et donc ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas. Donc voilà, et ça touche aussi la décroissance, etc., à cette question de limite, et qui est fait aussi partie du mouvement de la décroissance, donc qui est quand même à gauche, et de limites en termes de ressources, mais en fait ça se transfère au corps humain en fait. Ils pensent qu'il y a des limites du coup il faut pas avorter, il faut pas se contracepter, c'est pas naturel en fait. Et je pense que ça pourrait être intéressant de discuter de ça, là, de savoir, de discuter de ce terme naturel et de nature, etc. Parce que j'ai l'impression que je l'utilise quand même beaucoup. Moi, perso, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que je me dis, tiens, un produit naturel, ça c'est naturel, ça l'est pas. Et je pense qu'en fait, ce qui serait super intéressant, mais pas forcément maintenant, mais de garder ça en tête, c'est dans nos milieux militants de vraiment réfléchir aussi sur quel vocabulaire on utilise, qu'est-ce qu'on entend, comment on réapproprie, comme on a dit, des termes, et pour pas en fait nourrir ou utiliser des mêmes mots ou des mêmes récits, en fait, d'appuyer sur des mêmes... La nature qui est pareil quand on parle de nature. Voilà. Et il y a un autre terme que j'ai envie de vous soumettre qui pourrait peut-être distinguer, alors là clairement, l'extrême droite d'une écologie de gauche, c'est les idées de mode de vie. Nos modes de vie étant quand même très clairement issus des rapports de domination patriarcaux et que là nous contestons, alors que là un conservatisme ou un côté réactionnaire, c'est de dire ok, on peut discuter de tout, mais nos modes de vie ne sont pas négociables. Comment est-ce qu'on peut agir sur la question des modes de vie sans non plus être des gens qui se flagellent? Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on peut agir sur le mode de vie tout en n'étant pas dans la perpétuation, certainement pas du modèle qui nous envoie dans le mur, mais quand même malgré tout avec une réponse aux arguments de séduction, de la publicité, des discours qui font qu'on a envie de consommer, qu'on a envie de posséder, qu'on a envie de jouir de tas de biens, de tas de choses la plupart inutiles. Quel modèle opposer au niveau de mode de vie en disant ok, on va pas culpabiliser les gens parce que ça sert à rien, mais en même temps on a envie que ça change, quoi. À quel endroit est-ce qu'on peut se positionner? Comment est-ce qu'on peut changer? Et alors est-ce qu'on peut changer par contagion dans des petites communautés ou par persuasion en essayant de persuader qu'est-ce qui pourrait marcher pour se réapproprier cette notion de mode de vie pour quelque chose non plus conservatiste ou réactionnaire, mais comme facteur de changement, quoi.
Moi, je pense que la question de l'intersectionnalité, c'est une piste. Voilà, l'intersectionnalité, c'est tenir compte de tous les systèmes de domination pour analyser une situation. Par exemple, imaginons qu'on viendrait avoir un conflit, je ne sais pas moi. On travaille ensemble et tu me fais aller faire le café à chaque fois, ça me saoule, parce que je suis compétente pour plein d'autres choses. Eh bien, si on devait analyser la situation entre nous deux qui fait que moi je me sens pas en capacité de m'émanciper à cause de ta présence, supposée, eh bien, on devrait tenir compte de plusieurs facteurs, par exemple, notre genre, notre sexualité, par exemple. On peut retrouver de l'homophobie, du classisme, du validisme, plein d'autres choses. Et c'est pas une lasagne de à qui aura le plus de domination et qui aura gagné la bataille parce que moi je suis comme ci, comme ça. Et donc retourner dans un truc un peu identitaire, bizarre, où on s'identifie en fonction de tout ce qu'on se prend dans la tronche tous les jours en termes de domination, ce qui est pas cool. C'est juste de pouvoir y voir plus clair dans comment est-ce qu'on interagit les uns les unes avec les autres, parce qu'on a des réalités qui sont différentes et les pans positifs et négatifs de nos existences sont modelés par tous ces systèmes de domination-là, quoi. Et donc, voilà, pour moi, déjà, ça réglerait pas mal de problèmes si on prenait le temps de savoir vivre les uns avec les autres, déjà, avant d'espérer faire quoi que ce soit d'autre à échelle plus globale. Parce que de toute façon, tu parlais des modes de vie. Alors là, à l'heure actuelle, de but en blanc, mode de vie, habitat groupé, habitat partagé, permaculture, tout ça, oui, certes, mais moi par exemple, j'irai jamais, parce que j'ai vécu dans un habitat groupé, figurez-vous, pendant 1 an. Eh bien, il était très beau, hein, tout en bois, maison passive, des petites maisonnettes comme ça, magnifique, 1 hectare de terrain, petit potager collectif et tout. Alors moi, j'ai un régenda en art plastique, j'étais la moins diplômée des 30 personnes, enfants compris, parce qu'ils étaient destinés à des avenirs bien plus glorieux que moi. Et en fait, je suis partie parce que j'étais en coloc dans un 60 mètres carrés avec un gars, donc chacun notre petite chambre, donc on avait un très petit espace de vie. Et quand il est parti, moi je ne savais juste pas payer le modique loyer de 725 € hors charge pour vivre dans un habitat groupé. C'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, j'ai un salaire de travail social, je ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Et donc, ce n'est pas accessible. Je pourrais aussi me dire, on en parlait d'ailleurs ce matin, si on avait un terrain là maintenant, on se fait un petit bâtiment en dur au milieu avec de quoi faire des petites bouffes collectives, on se fout tous des habitats légers autour et trop bien, quoi. Ouais, mais moi j'ai 23 cents sur mon compte épargne, quoi. Donc, ça me semble pas hyper plausible comme futur. Donc, des modes de vie, j'ai l'impression que pour le moment, on n'a pas tous et toutes la possibilité de se demander quel mode de vie on veut parce qu'on en a des modes de survie. Parce que, voilà, moi je suis allée voir un camarade au béguinage. Bon, je vais leur demander quel mode de vie espères-tu? Ouais, j'aimerais bien pas être mort, déjà. Qu'on me reconnaisse dans l'économie de la Belgique, qu'on me donne des papiers, que je puisse grind, la base, quoi. Donc à partir du moment où nos besoins de base pour être en sécurité ne sont pas remplis, je vois pas à quel mode de vie on peut espérer. On en est vraiment à des modes de survie et beaucoup de gens. Et donc, à part, je pense, pour le moment, faire des trous dans le réel, créer des contre-mondes qui de toute façon sont menés à être pas du tout pérennes, parce qu'il y a toujours, une fois qu'il y a un contre-monde où quelque chose peut s'opérer, où on tient compte de l'intersectionnalité et où chacune peut potentiellement se sentir émancipé au sein de cette petite bulle de joie comme ça, où tout est possible, comme une ZAD, il y a quand même l'épée de Damoclès de la répression qui est jamais loin, qui nous regarde de loin comme ça, et puis quand elle s'abat, tout le monde fait une dépression, parce que voilà, on a touché du bout des doigts un petit bout de liberté, et puis répression,
des gens qui se font péter la gueule, des gens qui se font visiter par la police chez eux, des procès, etc. Bon, c'est chiant. Moi, par exemple, je ne peux pas faire face à des poursuites judiciaires. Donc je suis aussi limitée dans ma capacité d'action. Et c'est là que je place Alain, que des assos qui sont bien relous sur plein des pans, mais genre par exemple la JOC, ce qui est cool, c'est que ça permet à des jeunes enfin n'importe qui n'est pas... Enfin, le but c'est que l'argent ne soit pas un problème pour s'organiser politiquement et pour s'émanciper. Parce qu'il y a des gens, comme moi par exemple, qui sont payés pour chercher des fonds, pour permettre à des jeunes de ne fût-ce que prendre le train. Il y a des tickets de train à prix libre, etc. On en est là. Et donc du coup, moi je ne vais pas je rêve d'avoir avec tous mes copains un petit lieu où on peut danser à poil autour du feu et faire de la permaculture, ce serait vraiment génial, mais et puis quoi? Et puis après autour, un jour on va être là en train de danser tout nu, et puis on va dire ah mais merde, en fait il y a du béton jusqu'à ras de notre propriété. Ouais, bah, c'est pas ouf non plus, quoi, parce que bon, voilà, tu parlais d'écosystème, bah, s'il n'y a pas des possibilités de communiquer entre les écosystèmes, ça ne marche pas non plus. Donc en fait, pour moi, avoir une proposition très radicale je sais pas, d'insurrection, c'est l'insurrection ou l'attente en survie, quoi. Et essayer de magouiller avec ce qu'on a pour se préparer à quand ça va être le bordel. Et quand tout va s'effondrer, en fait, et qu'on n'aura plus accès à tout ce qui nous permet de tous et toutes s'être rendus tranquillou jusqu'ici, et d'avoir chaud, et de même pouvoir ouvrir la fenêtre parce qu'il fait trop chaud ici, et de manger, d'aller boire une bière après, enfin voilà, quand il n'y aura plus tout ça, quels outils est-ce qu'on aura créés jusqu'à là, quoi. Voilà, bon, j'ai dit. Voilà. Moi, pour te compléter un peu, si je peux me permettre, et ta question c'était du coup comment imaginer d'autres mobiliers, si j'ai bien compris, et puis surtout lesquels. Déjà, peut-être que du coup il faudrait qu'on essaye de créer des modes de vie collectifs, et donc ça suggère de sortir de l'individualisme. Et là, il y a eu la visite des camarades zapatistes en Europe le mois dernier, enfin en tout cas en Belgique, c'était le mois dernier, et c'est très basique, mais en fait leur message principal c'était notamment ça, quoi, de sortir de l'individualisme qui en fait est le propre du capitalisme et ce dans quoi nous sommes figés, et donc c'est le mot en fait je pense juste qui peut se rajouter à ce que tu disais et dont on parle et qu'on emploie souvent, c'est du coup de recréer du commun. Donc en fait c'est le communisme en fait, mais c'est aussi effectivement, enfin voilà, ça c'est cool. Par rapport aux zapatistes, du coup, il y a eu aussi un peu il y a eu des échanges d'expériences entre leur lutte au Chiapas, qui sont quand même du coup des territoires, des terres agricoles surtout, et voilà, des villages et des micro-communautés déjà établies, mais qui ne sont pas en fait au sein d'une métropole comme Bruxelles où en fait le béton, les institutions, enfin, tout a pris en fait la majeure partie de la place, et où effectivement, à part comme tu dis des trous, des interstices, enfin voilà, il nous reste, en tout cas dans la métropole, je ne vois pas ce qu'il nous reste à part ça. Et du coup, c'est peut-être commencer à créer du commun, à se rencontrer au sein de ces interstices-là. Et après, voilà, tu as amorcé un peu la discussion aussi sur le repli communautaire, du coup, par là même. Et c'est aussi un sujet peut-être on a envie de soulever et soulever. Mais. C'est quoi cette parole? Du coup, je lisais un truc. La question du repli communautaire, quoi, du coup, Enfin, moi, en fait, quand on dit repli communautaire, j'entends surtout très fort aller se casser à la campagne, quoi. C'est un peu. Il y a plusieurs. Effectivement, il y a ce que tu dis en permaculture entre bobos qui vivent un peu en dehors de la réalité. Effectivement, ça ne sert pas à la collectivité. Et est-ce que c'est ça qu'on appelle repli communautaire, ou alors est-ce que tu appelles les contre-mondes qui sont aussi d'autres vies, ou cette notion de communauté entre l'individualisme que tu évoques. Alors voilà, où se situe effectivement, est-ce que c'est le repli communautaire, c'est parce qu'on se coupe des réalités, parce qu'on se protège et qu'on est entre nantis, qu'on défend nos privilèges de blancs nantis, héritiers du patriarcat, de la domination, de l'extractivisme des pays du Sud, l'exploitation des pays du Sud, et que ça, effectivement, c'est indéfendable. C'est du collébrisme en fait. Ok.
peut. J'ai l'impression qu'il faut amener cette distinction-là. Quoi. Oui, c'est très chouette de faire des circuits courts en brabant wallon avec de réactiver un petit four et on va faire notre pain et c'est sympa et on éduque nos enfants. Mais bon, avec tous effectivement des salaires en se protégeant de la réalité, ça n'a pas d'intérêt. Mais qu'est-ce qu'on peut opposer en termes, pour en revenir aussi à cette idée de désirabilité, c'est-à-dire de rendre la chose non pas comme une corvée, mais comme quelque chose d'enviable. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme modèle positif? C'est un peu le sujet général de notre événement Esquisse d'un futur désirable. Qu'est-ce que, en termes de commun, en termes de réinvestissement des communs, comme tu le suggères, comment est-ce qu'on rendre ça désirable, en ce compris peut-être au plus grand nombre, ou est-ce qu'il faut abandonner l'idée? Je sais pas. Désirable, mais surtout peut-être nécessaire, quoi. Parce que finalement, ça serait désirable que pour les personnes qui n'en auraient pas besoin, parce que ce serait comme un choix, tandis que en fait, si c'est nécessaire, parce que en fait, c'est l'union, faire commun entre personnes qui ont besoin de faire commun pour survivre, en fait, là, c'est plus que c'est désirable. Et ensuite, concernant un quelconque modèle, je pense que c'est peut-être dans tous les cas une mauvaise idée en fait d'essayer d'imaginer un modèle. Je pense que c'est une vision un peu élitiste quoi, finalement de se dire ok quel modèle il faudrait en fait finalement c'est l'expérience des êtres humains là où ils sont, quand ils y sont, avec qui ils peuvent le faire en fait, qui va donner plein de modèles en fait d'ailleurs sans doute et finalement je crois qu'à part résister de cette manière-là aujourd'hui, que ce soit dans les campagnes mais aussi dans les métropoles, dans les interstices concernant les métropoles, mais peut-être, si c'est pour faire du repli communautaire à la campagne, du coup, sortir de ce colibrisme et pas se dire juste on va aller se réfugier à quelques-uns, à quelques-unes et faire une micro-ferme, juste vraiment prendre part à la vie locale là-bas et créer du commun autour d'un village, juste s'insérer refaire société, quoi, s'insérer dans une société et la tisser avec les autres gens et pas juste en fait se casser, s'isoler et se dire on va attendre de toute façon, en fait, le dérèglement climatique va quand même finir par bouffer ces gens-là aussi. Voilà, c'est mon avis. Oui, alors du coup, j'ai plusieurs petites notes. Déjà, sur le repli communautaire, ce qui ne va pas, c'est le mot repli en fait. C'est que, parce qu'il faudrait peut-être rechanger ça, je ne sais pas, une concentration communautaire, avec l'idée de se concentrer sur quelque chose, mais de garder en tête tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à côté et pas se couper de la société en fait. Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu disais de repolitiser, il faut vraiment repolitiser même des choses genre le colibrisme ou je sais pas comment ça s'appelle, mais le repolitiser en fait parce que j'ai l'impression que c'est utilisé comme un moyen de se déresponsabiliser du reste en fait. Genre je fais ma part, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et puis c'est quoi la part en fait, mais donc voilà, donc désindividualiser les modes de vie en fait déjà de base sur la question des modes de vie et aussi le futur désirable. En soi, on peut avoir un futur désirable en tête, mais il ne faut pas se leurrer, ça va pas être sympa quoi, ce qui nous attend pour y arriver. Et il faut aussi peut-être arrêter parce que tu dis, et c'est pas toi qui le dis, mais de cette idée de séduction, mais en fait c'est une lutte qui nous attend. Le capitalisme ne va pas dire ok c'est bon, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais quoi. Donc le futur peut-être peut être séduisant, mais j'ai l'impression quand même que ça va pas être, c'est pas quelque chose de très agréable qui nous attend, et c'est peut-être du coup toujours dans ce discours individualiste de dire aux gens t'inquiète pas ça va bien se passer, mais je dis pas que je veux pas du tout dire, du coup l'extrême droite dit qu'il y a une guerre civile qui nous attend et c'est pour ça qu'ils s'y préparent. En termes d'autres acronymes, ils préparent en termes de repli communautaire des bases autonomes durables, ça s'appelle BAD, où ils ont des bunkers, permaculture, etc. Et puis comme ça, quand la guerre civile arrive, sachant que ça c'est quand même très grave parce qu'il y a un pan de l'extrême droite accélérationniste qui veut créer des attentats pour faire que cette guerre civile arrive au plus vite pour qu'ensuite on puisse repartir à zéro. Ça c'était une aparté. Du coup, oui, et
le futur, c'est créer des alliances. Et quand là, par exemple, l'exemple de l'écologie d'extrême droite, on voit bien que c'est pas juste une question pour les antifas, c'est pour les féministes, c'est pour les antiracistes, c'est quelque chose qui touche tout le monde dans le militantisme. Et voilà, donc faire des alliances, mais aussi, et là parce que moi je parle de racisme, mais je ne serai jamais victime de racisme dans ma vie, et j'aimerais bien être une bonne alliée pour les alliances aussi. Donc après, voilà, je ne veux pas rajouter un poids sur comme maintenant comment éduquer les blancs pour être des bons antiracistes, mais je n'ai pas du tout la réponse, mais j'aimerais bien, je ne sais pas comment on peut faire, mais d'un côté c'est, oui, j'aimerais bien pas qu'on m'éduque, mais ouais. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et que du coup, comme tu dis, communisme, je ne sais pas, donc pas communiste comme avant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les luttes soient anticapitalistes, et le futur sera anticapitaliste, ou ne sera pas, parce que il n'y a pas d'autre solution, et tout ce qui sera une solution à l'intérieur du capitalisme sera qu'une fausse solution, sera juste un retardement je ne veux pas dire effondrement parce que c'est un peu controversé, mais voilà. Ah oui, et du coup de se voir, si on désindividualise, peut-être de se rappeler, d'avoir aussi cette idée qu'on est des terriens en fait, et qu'on vit ensemble sur cette terre sans partir dans des trucs ésotériques ou quoi, mais c'est quand même une condition qu'on a, qu'en fait on vit sur cette terre, et que on peut peut-être garder ça dans un coin de notre tête, et ça peut aussi nous rappeler que le local, c'est pas juste le local. Ouais. Donc, je voulais réagir sur deux choses. Quand tu dis le fait qu'on est tous des terriens, oui. Mais pour moi, c'est un peu comme dire il n'y a pas de couleur. C'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas de genre, tu vois. Genre, peut-être préciser un peu on vit des réalités différentes en fonction de nos géographies aussi. Par exemple, quand tu parlais de la lutte des apatistes, les gars, ils allaient s'organiser dans les montagnes. Ici, nous, on a des terrils, quoi. En termes de discrétion, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a des réalités différentes. Et alors, quand tu parlais aussi de provoquer un effondrement, moi, perso, j'ai déjà entendu ça à gauche. J'y ai déjà pensé. J'avoue. Parce que... c'est un peu le moment charnière du désespoir de l'humanité, comme ça, où en fait il y a eu les rapports du GIEC où tout le monde disait oui mais non, mais bon, ils sont fous, pourquoi on va les écouter ceux-là, n'importe quoi, et puis en fait tel un mauvais présage, tout arrive. Donc c'est clair qu'un avenir basé sous le signe de la famine, la sécheresse et les inondations, c'est pas ouf. Et on a une grande capacité d'adaptation, mais je suis pas sûre que ça se passe super bien, quoi. Du coup, en fait, c'est un peu compliqué, vu l'époque, en fait, elle est un peu spéciale, quoi. Il y a plein de choses qui émergent, il y a de la radicalité qui émerge de par exemple, le mouvement féministe et queer, les mouvements antiracistes, moi j'observe, ont vraiment pris en radicalité ces 2 dernières années. Et puis à côté de ça, il y a plein d'autres, de ce que moi je peux observer à mon échelle, mais des camarades qui sont des personnes qui ont mis leur corps en jeu pour aller lutter physiquement contre des gros projets, etc., qui sont super fatigués parce que on a eu aussi une pandémie et que ça a laissé des traces à tout le monde à des degrés différents. Là on parle d'authenticité, on parle de réinvestissement des communs désirables, repli identitaire, tout ça, mais j'ai l'impression qu'on est tous et toutes un peu épuisés, quoi, comme ça, de tout. Qu'en plus, l'extrême droite fait preuve d'une incroyable créativité de conneries, c'est sans limite, quoi, c'est abyssal. Voilà, je sais pas. Qui est payé pour avoir des idées pareilles, c'est incroyable. Mais du coup, voilà, je sais pas, devenons un peu aussi créatifs. Laissons-nous la possibilité de l'être, imposons des choses nouvelles, différentes, folles, je sais pas. Mais voilà, je trouve ça un peu désespérant comme possibilité. Et j'ai pensé, quand on parlait de repli communautaire, moi je connais des gens qui font du repli communautaire qui n'est pas bobo.
mais qui n'est pas utile. Voilà, par exemple, j'ai des copains, des copines qui vivent, qui utilisent l'outil squat pour vivre, pas forcément de manière, qui n'ont pas une revendication forcément très expressive de droit au logement pour tous et toutes. Ils se sont dit, nous, on n'a pas de sous, on n'a pas de quoi, de toute façon, venir se caler quelque part dans ce qui nous est proposé. Et en plus, on n'a pas super envie, parce que se sont fait écraser par la machine capitaliste et autres, et patriarcale et tout le bordel, et bref, sont des enfants perdus de notre monde, quoi. Et se sont mis dans une jolie petite maison abandonnée, et vivent d'amour, d'eau fraîche, de froid, c'est des trous dans les murs, de drogue, d'alcool, et vivent dans une bulle chelou comme ça. Moi, des fois, j'y vais, je dis, oh, c'est drôle. Comme ça, ça change, quoi. Mais bon, après, c'est pas forcément mieux. Ils bouffent dans les poubelles, ils font la manche pour se payer leur ticket de bus et tout. Ils ont une voiture qui fait ting, comme ça quand on la démarre pour aller jusqu'au village d'à côté. Enfin, c'est un peu la vie un peu comme on peut, un système D tout le temps, mais en vrai, ils se mettent bien. Par contre, ils n'ont pas comme ambition de forcément... Enfin, tout le monde peut venir, hein, mais ils n'ont pas comme ambition de commencer à en parler partout, etc. Genre, voilà. Eux, ils ont fait leur contre-monde et ils sont bien dedans, quoi. Mais c'est pas très utile, et enfin, au commun, quoi. Au grand commun. Mais après, ça insuffle des autres possibilités de vie aux personnes qui y passent. Voilà. Comme moi, par exemple, je me dis, du coup, quand c'est la fin du mois et que j'ai plus de thunes, je vais aller bouffer dans les poubelles aussi. Voilà, ils ont planté une graine. Je veux juste dire un truc sur, là tu m'as bien repris sur le truc de terrien, mais ce que je voulais dire c'est, enfin t'as totalement raison, il ne faut pas se lancer dans des trucs, on va tous se tenir par la main et tout ira bien, mais c'était plus pour nous les occidentaux de se rappeler qu'on n'est pas exceptionnel et qu'on n'est pas déconnecté du reste du monde en fait. C'était pas le dire à tout le monde, mais de se rappeler, ça peut être un peu une piqûre de rappel qu'en fait on n'est pas au-dessus des autres, mais au-dessus de tout, etc. Bref, c'était juste pour être. Il y a un vieux slogan qu'on n'emploie plus beaucoup qui disait penser globalement, agir localement. Est-ce que ça vous paraît encore efficient ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a un petit peu abandonné? Sachant que le climat est quelque chose de mondial contre lequel on ne peut pas agir directement, que l'économie mondialisée, ma foi, on peut s'y opposer, mais on a du mal à la contrecarrer directement. Est-ce que cette notion de pensée globale et d'agir local peut être encore opérante? Est-ce que, c'est peut-être une autre question, mais l'expression aussi altermondialisme qu'on a beaucoup employée, est-ce que c'est est-ce qu'on s'est leurré à chercher une autre mondialisation? Est-ce qu'on s'est complètement bourré et qu'il aurait fallu être beaucoup plus radical? Moi, je veux bien intervenir là-dessus parce que ça m'inspire cette question. J'ai envie de reprendre de nouveau l'exemple des apatistes du coup. Pardon, j'ai un trou d'attention d'un coup comme ça, je pense que j'ai envie que tu répètes ta question. Ouais. Agir local, pensée globale. Oui, ok. Je sais où en venir, oui. En tout cas, du coup, je pense que penser de nouveau, en fait, l'altermondialisme, comme il peut être employé politiquement par beaucoup de personnes, ainsi que penser local, agir global, en fait, cette vision globalisante permanente. Agir local. Ah, c'est l'inverse. Oui. Peut-être que je préfère dans l'autre sens. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai l'impression que c'est de nouveau une grande utopie qui est probablement d'ailleurs une porte ouverte à de nouveau une récupération par le néolibéralisme et le capitalisme et tout ce qui s'ensuit. Et aussi une grande utopie et un truc impossible en fait, comme un grand espoir de grand consensus. Et en fait, moi vraiment, je crois que c'est impossible de fédérer même des gens à l'échelle de la Belgique, quoi. Je pense pas que c'est possible, quoi. Et j'ai l'impression que les apatistes, c'est aussi ce qu'elles sont venues nous raconter, parce qu'au Chiapas, du coup, ils sont des milliers d'habitants et d'habitantes pour des centaines de villages, de micro-communautés.
Et ils ont un représentant ou une représentante par village, enfin par petite communauté, qui a un mandat de 4 ans à chaque fois, et qui n'a pas de privilège particulier à être porte-parole de la communauté, en sachant qu'ils s'organisent par assemblée générale de la petite communauté et que leurs décisions collectives sont rapportées par cette personne. Et c'est vraiment sa tâche collective, pendant que les autres sont occupés à d'autres tâches collectives. Et ensuite, ces communautés sont fédérées entre elles, et c'est ainsi que coulent du coup les décisions du bas vers le haut. Et alors il y a l'armée qui jadis avait un pouvoir décisionnel plus grand, mais suite à la tournure de la lutte aussi qui s'est pacifiée après la guérilla, l'armée s'est retirée mais est restée une instance de conseil, donc elle quand même peut être consultée. Et en fait ils sont vraiment venus nous dire, je trouve vraiment à quel point, moi je reste persuadée que l'être humain c'est un être régional ou communal, quoi. Et donc en fait cette vision, penser qu'on va créer un altermondialisme, peut-être juste si on fait des internationales, là ça peut être utile en fait, genre juste dans la lutte en fait, quoi. Mais sinon, remâchouiller le tout comme ça, à part des réformes ratées, moi je vois pas ce que ça peut. Ça m'inspire que ça, quoi. Voilà, c'était mon avis. En tout cas, le slogan là, agir local, penser global, je le vois là sur les stickers de l'Action française. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît l'Action française, mais donc, les monarchistes qui attendent le retour de la famille royale et gros antisémites, etc. Gros plus que l'extrême droite. Donc avant ils avaient aussi le slogan tout ce qui est national est nôtre, et maintenant il y a aussi tout ce qui est local est nôtre. Enfin voilà, ils remâchent le truc. Et par contre, donc, sur le terme altermondialisme, sans parler du mouvement mais juste du terme, j'avoue que j'ai du mal à imaginer de vraiment abandonner un certain mondialisme, je verrais ça plus comme un retour en arrière, mais forcément je parle de mondialisme juste d'interconnexion entre les gens, entre les cultures, entre les différentes géographies. Et que moi je serais plutôt pour se réapproprier le terme d'altermondialisme et de voir le monde d'une autre manière, et justement ça serait le mondialisme pour moi c'est peut-être l'opposé du repli, et du coup d'avoir cette vision globale mais d'une autre manière qui n'est du coup pas capitaliste et qui va au-delà du libre-échange et peut-être juste libre-échange des gens, pas de en commerce bien entendu, mais que les gens puissent circuler et pas seulement les capitaux. Et moi ce sera très bref. Mon ressenti par rapport à toutes ces questions-là, et quand on parle d'altermondialisme et quand on revient sur des choses passées, j'ai le sentiment que peut-être ce serait bien un peu d'arrêter dans les conférences, les débats, les moments comme maintenant, on revient beaucoup sur plein de choses passées, etc. Donc c'est cool, par exemple là on a eu l'expérience des zapatistes, on apprend, etc. Mais en fait il faut qu'on se concentre aussi un peu plus sur ce qu'on vit maintenant, et parce que j'ai l'impression que revenir trop, mais il faut, je dis pas il faut pas penser à ce qu'il y a déjà eu, parce que c'est évidemment important et que c'est l'histoire qui fait qu'on vit ce qu'on vit maintenant, et que c'est cool aussi d'apprendre des erreurs du passé parfois, c'est bien. Mais là maintenant on vit des choses qui sont différentes, qui sont nouvelles. L'intermondialisme c'était dans les années 90, 2000. Il n'y avait pas, en termes de technologie, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Voilà, oui, c'est autre chose. Et moi, j'ai pas envie de dire est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on s'est pas trompé. Mais en fait, les gens, ils ont fait. Voilà. Et ceux qui font rien, ils se trompent pas. Voilà, après, ça peut s'appliquer à plein de trucs pourris aussi. Mais bon, ils ont essayé un truc sympa, j'admets. Ils ont essayé un truc sympa et ça a mené à des choses bien. Enfin, je veux dire, ça a fait germer des graines et puis voilà, ça a fait des petits et puis maintenant on a autre chose, quoi. Donc maintenant il faut se reconcentrer sur
Enfin, il faut revenir un peu dans le concret, parce que moi j'entends autour de moi beaucoup, on fantasme des choses qui sont passées il y a 2 ans, il y a 3 ans, les gilets jaunes, les ZAD. Ok, bon, la ZAD n'est plus là, il n'y a plus. Voilà, on va pas tous prendre notre sac à dos, aller défendre le bois, il n'y a plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, on a appris des erreurs, et c'est bien d'avoir des moments pour en parler, mais il faut qu'on se... Moi je proposerais qu'on se focus sur l'instant présent un peu plus parfois. Et est-ce que l'idée, pour rebondir, et peut-être avant de prendre quelques interventions des gens en face de nous, certaines qui ont été très patients, est-ce que l'idée ne serait pas justement de cesser d'être en réaction permanente, mais pour retrouver une force de proposition? Parce qu'il y a de la joie à y trouver, il y a de l'empowerment, on a l'impression qu'on a beaucoup subi, qu'on a beaucoup pris sur la gueule, et que c'est quand même ça qui nous enfonce, c'est qu'il y a une joie forte à tirer qui n'est pas dans le repli, dans le sens mais qui est dans le dire, voilà, on a des propositions à faire et on a envie de les émettre, et c'est ça, de créer des nouveaux récits, c'est pas créer des nouvelles fictions, des nouvelles dystopies ou utopies, c'est simplement de se réapproprier la force et la capacité de faire des propositions, fût-ce à petite échelle. En effet, moi c'est un truc que j'observe là maintenant, un état de fatigue généralisé, et donc c'est, pour tout le monde, qu'on s'investisse dans quelque chose que ce soit, à quelque échelle qu'elle soit, tout le monde est fatigué parce que on a eu des années pas super funky, bon, elle l'était déjà pas avant, mais c'était pas ouf. Du coup, oui, soyons créatifs et créatives, permettons-nous de faire des choses différentes, imposons un calendrier politique tout pété, tout différent, et qu'on ne se retrouve pas toujours à la foire au boudin de la gauche, tous à toujours râler sur les mêmes parce qu'il y a Rosa qui vend son journal et que Comac nous fait chier avec ses pétitions, et c'est toujours la même chose, quoi. Enfin, je veux dire, on peut être créatif aussi, on a cette possibilité en nous, tous et toutes. On peut se permettre de faire... De toute façon, c'est quand même le bordel. Donc, voilà, je veux dire, on prend pas de risque à se dire en fait, on va foutre une grosse beule en plein milieu du mois de juillet, quoi. Voilà, jour de la fête nationale, tu vois. N'importe quand, on invente un autre jour, on fait notre propre proposition, notre propre calendrier, et arrêter de se calquer toujours à dimanche c'est marche climat, le 28 c'est marche le truc, le 16 c'est marche le ça va, quoi. Enfin, moi en tout cas, j'ai 27 ans, et ça me fait pas super bander comme avenir de me dire ah oui, pendant les 50 ans à venir, je vais aller au 8 mars dire bon, je veux vivre. Non, non, en fait, non, je vais... Voilà, par exemple, j'ai pris des copines et on allait péter la gueule d'un violeur. C'était trop bien. Voilà, on a inventé notre propre proposition qui, en fonction de la situation, était pertinente et consentie, hein, en tout cas, pas par le violeur quand même, pas par nous, en tout cas, c'était consenti. Et c'était très bien, et c'est nouveau, c'est inattendu, et ça amène du positif au final. Parce que ça fait du bien, parce que, si on parle de ça, combien de personnes qui ont été violées ont eu justice? Enfin, en fait, tu te fais violer, c'est comme si on te coupait une jambe, quoi. Hein. On va pas te mettre une prothèse, c'est quand même pas ouf pour courir, quoi. Hein. Bon, ça marche, vite fait. Donc voilà, pourquoi pas on revient à des trucs un peu lointains, où on se réinvente, voilà. Bon, voilà, et je fais pas d'apologie de la violence, mais ça pourrait être ça, et ça pourrait être plein d'autres choses, parce que en face, les personnes sont organisées, les personnes sont créatives et en plus n'ont même pas honte de le montrer et n'ont peur de rien. Donc franchement, go quoi. Et aussi un truc, pour un peu venir vers la fin de la discussion, un truc que j'observe et j'entends aussi qu'il y a beaucoup de critiques, même au sein de la gauche, les gauchistes, les trucs, les machins. Bon, en vrai, quand on va pas dire au voisin d'enlever la brindille qu'il a dans son œil quand on a une poutre comme ça dans la sienne. Du coup, on veut se mettre en lutte, on veut organiser des choses, on est militant, on est activiste, on a plein de trucs, ok. Mais en fait, on ne sait même pas s'organiser ensemble. Et s'organiser ensemble, c'est être capable aussi de patience, de bienveillance, d'empathie, de plein de trucs. Et je veux pas faire l'apologie des bisounours du tout non plus, je dose. Mais on doit apprendre aussi à se faire confiance et à se faire du bien aussi. Et à pas être toujours sur les rotules, parce qu'on parle de trucs dramatiques et tout. Enfin, le monde il craint,
Donc on n'a pas besoin de se faire en plus des séances de 2 heures où on dit « Oh, le monde est nul, horrible, au secours !» et on rentre déprimé chez nous. Donc se faire un peu du bien, travailler la confiance, travailler l'écoute entre nous, parce que moi je ne me vois pas, le jour du grand soir, donc il n'arrivera jamais, mais s'il y en avait un jour, aller faire ça avec des gens en qui j'ai pas confiance et où je sais qu'en dehors de ce moment-là, tout le monde est en train de se mettre des coups de matraque. « Ouais, mais toi t'es trotte, c'est toi t'es marxiste-léniniste, et blablabla, et c'est chiant, quoi. » Donc pour moi, il y a quand même... l'extrême droite, elle arrive quand même bien à se mettre... Enfin, ils arrivent à trouver des ponts comme ça. Bon, des fois, Darmanin, il dit à Marine Le Pen qu'elle n'est pas assez... pas assez extrême, mais enfin voilà, ils arrivent quand même à bien s'entendre. Donc bon, voilà, pour moi il y a un truc à taffer là-dessus. Et arrêter de perdre du temps à toujours dire oui, mais vous, vos méthodologies d'action, blablabla. Ben, déjà, comment est-ce qu'on se parle? Quand on va en réunion, quand on veut préparer quelque chose, que ce soit une marche, une pétition, une manif, n'importe quoi, ben, comment est-ce qu'on se parle les uns les unes les autres? Et puis même nos outils aussi. Il y en a qui sont plus d'époque. Moi je pense que par exemple l'outil ZAD, il a fait son temps. Et que l'époque elle n'est plus à ça. Quand on voit la capacité de répression qu'il y a en 2021, en 2022, c'est pas la même qu'au début de Notre-Dame-des-Landes, quoi. Donc, je veux dire, là c'est technofasciste à mort, quoi. Donc voilà, il faut se dire, ok, il y a des trucs, on doit les laisser tomber, et pour ne pas tous se faire happer par le ventre mou de la gauche, et sortir des trucs un peu plus joyeux. Voilà, j'ai... Oui, juste pour exemplifier ce que tu dis, là, donc, je suis sûre que vous connaissez tous Éric Zemmour, qui est notre cher et tendre candidat, encore plus d'extrême droite que Marine Le Pen, enfin presque candidat, et donc on voit bien qu'il absorbe énormément de personnes à droite, de l'électorat de droite et l'électorat d'extrême droite, qui justement trouve aussi Marine Le Pen trop dédiabolisée. Et à côté de ça, la gauche a 1 milliard de candidats et c'est peut-être un bel exemple de ce que tu dis, que personne ne se met d'accord à gauche et que, bon, après il y a aussi qui est vraiment de gauche, etc. Et qu'à côté de ça, l'extrême droite arrive à rassembler. Et j'entendais même Robert Ménard, qui est le maire de RN, affilié au RN de Béziers, qui disait, qui apparemment est pote avec Marine et avec Éric, donc il disait, moi je disais à Marine et je disais à Éric, vous n'allez pas y aller tous les deux à l'élection, il va falloir qu'il y en ait qu'un qui y aille. Alors ça, et je pense que ça serait vraiment le pompon, si l'extrême droite arrive à faire une alliance, parce que là ça serait la présidence assurée. Je ne sais pas si on conclut sur une notion de futur désirable très accentuée, mais peut-être que des interventions, des réactions, des questions de votre part. On a plombé l'atmosphère. Ouais, juste un petit truc. Je sais pas, quand on parlait Tu peux peut-être un peu quand on a parlé de l'action française, des BAD, des ZID, je me suis dit, et qu'après il y a eu l'intervention comme quoi ils avaient une grande créativité, je me suis plutôt dit en fait ils ont une créativité assez médiocre. J'ai l'impression qu'ils font que récupérer des trucs qui se font déjà. En fait, ils ont dû récupérer les ZAD, ils ont dû récupérer la notion de l'agir local, parce qu'en fait, c'est juste une idéologie raciste qui a besoin d'essayer de surfer sur quelque chose, et ils surfent juste sur les impensés, sur les choses sur la colère ambiante qui n'arrive pas à sortir comme une proposition, avec des propositions réellement solides, et qu'en fait, au final, ça semble... Enfin, moi, ce qui m'est ressorti, c'est plus, bon, en fait, c'est un peu des branquignoles aussi, d'une certaine manière, même si c'est vrai que c'est dangereux des racistes qui vont s'armer et qui s'entraînent à ça. Mais après des gens qui ont encore des flingues chez eux et qui savent s'en servir et qui sont complètement antiracistes, il y en a aussi encore qui sont disséminés partout. Moi, c'était aussi un peu ce truc-là, pour moi, l'action française aussi, avec leur slogan « Nous, on veut l'anarchie plus un » pendant la période des Gilets jaunes. Ils ont bien vu que l'anarchie avait pris pendant la période des Gilets jaunes, et qu'ils se sont dit « Ah, il faut quand même qu'on arrive à récupérer une masse quelque part ». On ressort un nouveau slogan un peu nul.
oui, c'est aux périodes du Moyen-Âge et sous Louis XVI qu'on a eu la plus grande partie de la population qui vivait l'anarchie parce qu'on avait un roi divin qui permettait de réunifier et de contrôler tout. Ouais, ça récupère juste là où ça peut récupérer et qu'au final, en fait, c'est vrai que la grosse question, c'est comment est-ce qu'il y a une nouvelle tendance qui arrive à proposer quelque chose de suffisamment solide pour contrecarrer ce discours qui arrive à dire, en fait, oui, en fait, peut-être que c'est justement des grosses impensées, quoi, la pensée de l'identité locale et de l'identité communautaire. Ça a été des tabous pendant tellement longtemps qu'on n'a jamais réussi à pouvoir émettre une autre proposition qui ne soit pas sur un fondement, qui soit pas raciste, en fait, de se dire, oui, en fait, on a une identité commune. On a ces terres, ces pierres, cette église, ça a été construite par le père de machin, et que ça aussi. Et que c'est aussi quelque chose dont il y a le droit d'être fier, en fait. Et qu'être fier de ça, ça ne veut pas non plus dire, en fait, je suis raciste et toi, tu n'as pas la même couleur de peau que moi, dégage, retourne dans ton pays. Et sauf que là, il y a aussi une proposition qui doit aussi se faire, et que pardon, je m'emballe. Du coup, il y a cette phrase du penser global, agir local, qui, moi, me semble aujourd'hui désuète, non pas parce qu'il faudrait repenser. Enfin, j'ai l'impression que l'altermondialisme, il est mort parce que. Enfin, moi, je le vois un peu mort parce que ça a pu être trop facilement un tremplin pour une libéralisation plus élevée, alors qu'en fait, ouais, il y a eu, comme pour réutiliser les mots des abatistes, ouais, l'hydre capitaliste, voire même l'hydre de la civilisation, que d'autres appelleraient l'empire, il s'étend d'une manière globale sur l'entièreté de la planète, et que ouais, il faut penser global pour l'abattre et laisser émettre les localités, et se renforcer, se raffirmer, avec à l'intérieur de celle-ci une liberté de circulation et d'établissement à travers le globe qui permet de relier. Ça ne permet pas une pensée globale de la même manière qu'un technocrate qui peut faire le tour du monde en quelques heures arrive à avoir la même pensée globale. Mais qui a à sa disposition 80% de ressources pour maintenir ces privilèges, mais évidemment pas le futur désirable des 99 autres % qui aimeraient bien avoir une plus juste répartition des ressources et des richesses. Donc cette notion de futur désirable, pour moi, ce serait comment inventer peut-être un futur désirable pour les 80% ou les 99% qui sont actuellement plus des victimes embarquées dans le système qu'autre chose, et qui sont complices du système dans une certaine mesure, et je me mets dans le lot, hein, parce que je vis la vie des paradoxes comme chacun d'entre nous aussi. Enfin voilà, cette notion de futur désirable, finalement, je ne serais pas beaucoup plus. La deuxième chose, c'est que moi je voulais vous remercier d'abord toutes les trois pour vos interventions, parce que même si on sent une forme de pessimisme qui est liée à la situation actuelle, et c'est le Gramsci, c'est pas moi, le pessimisme de la connaissance n'empêche pas l'optimisme de la volonté. Moi j'écris ça partout où je
ça n'a pas une réponse particulière, je pense que c'est... C'est un état d'esprit plus que... Oui, je pense qu'on peut largement partager. Et je ne sais pas si vous le souhaitez, on peut ouvrir le bar et procéder à des échanges un peu moins formels. Et puis je rappelle que Fascisme fossile et d'autres livres sont à disposition si vous souhaitez les acquérir. Et encore merci pour votre patience. On a peut-être été un peu long, mais c'était, je trouve, vivant et je me joins au dernier commentaire pour vous remercier toutes les trois. Un panel de femmes. Un panel On de le femmes. note. Tout à fait. Ça nous arrive quelquefois. Quand même.